Gaulle, Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, bref, une succession depuis 1958 de présidents de droite et de centre-droite. Sauf qu'en 1981, en 1981, eh bien, c'est François Mitterrand qui est élu président de la République. Une première dans l'histoire, c'est le premier président de la République de gauche qui est élu comme président. Alors ce sera l'occasion dans cette vidéo de vous parler de deux mots et d'essayer de vous les expliquer de façon les plus simple. Le mot d'alternance et le mot de cohabitation. François Mitterrand, il est né en 1916, en Charente, à Jarnac. C'est un homme qui grandit dans une famille conservatrice, catholique, plutôt de droite, et il va faire des études assez brillantes de droit et même de sciences politiques. Il est diplômé de droit et de sciences politiques. Il fréquente des milieux conservateurs, d'extrême droite, et de 1940 à 1943, il est fonctionnaire du régime de Vichy, il reçoit même la Francisque et travaille pour Pétain. En 1943, il a le droit de changer d'avis, il a le droit de changer, il va basculer dans la résistance. Et en 1945-1946, lors de la 4ème République, et jusqu'en 1958, il va occuper pas moins de 11 ministères. C'est un homme politique qui va jouer une bonne partie de sa carrière au début sous la 4ème République. Il est même nommé plus jeune ministre de France. En 1965, il parvient à mettre en difficulté De Gaulle et lui impose un deuxième tour lors de la première élection présidentielle au suffrage universel depuis 1848. En 1969, ce n'est pas lui qui est désigné pour affronter Georges Pompidou. En 1971, il réunit le congrès d'Épinay, où le Parti Socialiste naît et qui remplace la SFIO, et il parvient à adopter également le programme commun où les forces de gauche s'unissent. En 1974, on l'a vu, il échoue face à Valéry Giscard d'Estaing. Bon, de 1974 à 81, il va tenter de se refaire une carrière, et il va parvenir quand même à s'imposer comme le candidat du Parti Socialiste. Il parvient à faire adopter le programme des 101 propositions. Il affronte un homme montant à cette époque et qui a le vent en poupe, c'est Michel Rocard. Et en 1981, il remporte les élections présidentielles. Bon, il va surfer également sur deux choses. D'une part, une affaire qui fait scandale, qui paraît dans le Canard enchaîné et qui parle des diamants de Bokassa. Valéry Giscard d'Estaing, du temps où il était ministre sous Pompidou, aurait reçu des bijoux d'une forte valeur de la part d'un dictateur de Centrafrique. Et puis il va également terrasser Valéry Giscard d'Estaing lors du débat de ce second tour en 1981, où Valéry Giscard d'Estaing lui reprochant d'être l'homme du passé, Mitterrand lui répond « Et vous, monsieur Giscard d'Estaing, vous êtes l'homme du passif ». Voilà. Les élections présidentielles, souvent, se jouent sur des débats, sur des petites phrases qui font mouche, qui font l'étincelle. En 1981, François Mitterrand est élu premier président de gauche de la 5e République. Bon, Mitterrand, à la tête de la 5e République, c'est drôle, parce que dès 1958, il dénonce le mécanisme de la 5e République. Il parle de Gaulle comme un dictateur, il dénonce chez lui le coup d'État permanent. Bon, donc le mot alternance, c'est ça. Une succession de présidents de droite, De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, de droite, et un nouveau bord politique qui prend le pouvoir, la gauche, Mitterrand, c'est ce qu'on appelle l'alternance. Un homme à chapeau, un homme avec une rose à la main, un homme montant une montagne, la roche de Solutré, c'est tout le portrait que l'on a de Mitterrand. Mitterrand, il va gouverner la France tel un Florentin, tel un homme de pouvoir. Cet homme qui a tant critiqué la 5e République va finalement être le président qui a sans doute le mieux compris comment utiliser les institutions de la 5e. Alors, dès son élection, il se rend au Panthéon avec tous ses partisans, une rose à la main, et il va en déposer 3. Une sur le tombeau de Jean Jaurès, ce leader socialiste défendant la paix coûte que coûte, assassiné la veille de la Première Guerre mondiale. Il dépose une rose sur le tombeau de Jean Moulin, entré au Panthéon grâce à De Gaulle, sur le discours d'André Malraux, entre ici Jean Moulin. Il dépose une rose sur son tombeau, et il dépose une rose sur le tombeau de Victor Schœlcher, celui qui a permis l'abolition de l'esclavage en 1848. Alors Mitterrand lance la France dans une politique de gauche, des réformes économiques d'abord, les nationalisations, la réforme des 39 heures, de la semaine des 39 heures,
le RMI, le revenu minimum d'insertion, qui permet à chacun, même s'il est sur la paille, de toucher un minimum de revenus pour sa subsistance. Et enfin, la retraite à 60 ans. D'un point de vue social, Mitterrand est celui qui fait abolir la peine de mort en France grâce à son ministre de la Justice, Robert Badinter. Voilà ce que fait et l'œuvre de Mitterrand. Mais sauf qu'en 1986, Mitterrand va perdre les élections législatives. S'il est président pour 7 ans, les députés, eux, n'ont qu'un mandat de 5 ans. Mais au lieu que ce soit la gauche qui passe, comme elle l'était de 81 à 86, eh bien c'est la droite qui remporte les élections. Et là, on va arriver à un nouveau phénomène, quelque chose qu'on n'avait pas prévu dans les institutions. C'est le système de la cohabitation. On a un président d'une couleur, mais un premier ministre et un gouvernement d'une autre. Alors, dans l'habillement, je vais vous montrer ce que ça donne. Notre président de gauche avec un premier ministre de droite. Et vous voyez bien que même sur moi, les couleurs, c'est pas ce qui rend mieux. Et donc, Mitterrand et son premier ministre, d'alors, qu'il nomme Jacques Chirac, vont s'attacher à définir leur domaine de pouvoir respectif. À Mitterrand, le soin de s'occuper de la défense, de la politique étrangère, et à Jacques Chirac et au gouvernement de droite de s'occuper des affaires intérieures et de l'économie. Et le gouvernement de droite va s'attacher à détricoter tout ce qu'a pu faire Mitterrand. Au lieu de nationaliser les entreprises, la droite, elle, va privatiser. La droite de Jacques Chirac va également supprimer l'impôt sur la fortune. D'un point de vue social et sociétal, on a également une crise profonde. Le chômage s'amplifie, le chômage s'intensifie, et une crise sociale apparaît. On va reprocher ce chômage à une catégorie de la population, facile, des émigrés. Et on a des mouvements qui apparaissent, contradictoires. Le premier, l'extrême droite, qui monte. Jean-Marie Le Pen est un parti montant avec le Front National. Et de l'autre, en opposition, on a le mouvement SOS Racisme pour lutter contre ces propos racistes. Voilà ce qui se passe. 1986, 1988. Ça va durer 2 ans. Mitterrand et les élections de 1988 vont être un nouveau succès pour lui. Mitterrand est réélu pour 7 ans. Alors, Mitterrand redispose d'une majorité. Il va même jusqu'à nommer Michel Rocard, son plus pire ennemi, dans son propre camp, pour essayer de le rendre plus faible politiquement, pour essayer d'avoir une main sur lui. Mitterrand va jusqu'à nommer une femme première ministre, Édith Cresson, et c'est pendant ce deuxième septennat qu'il va inaugurer de grands chantiers. Son testament politique, mais dans l'architecture. Je pense à la pyramide du Louvre qu'il fait construire. Je pense à la Bibliothèque nationale de France, la BNF, à l'arche du quartier de la Défense. On peut également parler de l'opéra. Il fait inaugurer l'Opéra Bastille à Paris. Ce sont des grands chantiers. Sauf que, en 1992, rebelote, à la fin du mandat de 5 ans des députés, élus depuis 1988, 92-93, on a une nouvelle majorité de droite qui passe, une nouvelle cohabitation. Au lieu de choisir Jacques Chirac, qui est toujours le leader de la droite, il va choisir Édouard Balladur. Alors on va parler de cette cohabitation comme d'une cohabitation de velours. Les rapports sont plus apaisés entre les deux. Mitterrand et ces 2 septennats sont marqués par le secret. On a des secrets qui couvrent cet homme politique par excellence. Sa fille et sa femme, sa deuxième femme, Mazarine et Anne Pinjot, qui sont cachées par l'Élysée. L'affaire du Rainbow Warrior, où les services secrets français auraient ordonné le sabotage d'un navire de Greenpeace au large de la Nouvelle-Zélande. On a également l'affaire et la découverte que Mitterrand a un passé au régime de Vichy. On a tout un tas d'histoires qui vont miner ces 2 mandats. En 1988, ce qui le fait élire, c'est une phrase. Je vous avais parlé de l'importance des débats de second tour. Au second tour, il affronte son ancien Premier ministre, Jacques Chirac. Chirac lui dit lors de son 2e tour, eh bien monsieur Mitterrand, vous n'êtes pas aujourd'hui le président, nous sommes tous les deux candidats. Et monsieur Mitterrand lui répond, tout à fait, monsieur le Premier ministre. Et il rabaisse Jacques Chirac. En 1995, c'est un homme malade qui quitte le pouvoir. Parce que la maladie de Mitterrand est également un des plus grands secrets de son septennat.
Il est malade depuis longtemps, il sait qu'il a un cancer difficilement soignable depuis qu'il a été élu président, mais le pouvoir va lui permettre de tenir jusqu'au bout, et ce malgré les crises. C'est un homme affaibli qui quitte le pouvoir en 1995, et en 1996, on apprend sa mort. « 1995 marque le retour au pouvoir de la droite. C'est une nouvelle alternance. Bon. La droite menée par Jacques Chirac, président de la République, et son Premier ministre, Alain Juppé. Alors c'est un gouvernement qui se veut jeune, un gouvernement qui se veut paritaire. Bon, pour la raillerie, les femmes qui sont nommées au ministère n'occupent pas des postes importants, on va même parler de ces femmes comme des juppettes, comme le Premier ministre Alain Juppé. Mais Jacques Chirac estime qu'il n'a pas de majorité suffisamment solide pour gouverner. Bon, la victoire de Jacques Chirac en 1995 s'est faite à coup d'une guerre civile au sein même de la droite, où Édouard Balladur et Jacques Chirac se sont battus pour être président de la République, et ça aboutit au sein même de la droite à des divisions et à des affrontements qui sont quand même terribles et qui vont laisser des cicatrices pendant très longtemps au sein même de la droite. Chirac élu, ne disposant pas, pense-t-il, d'une majorité suffisante, il décide de renverser l'Assemblée, et il provoque de nouvelles élections en 1997. Eh bien, ce coup de poker s'est avéré sa plus grande erreur. Parce qu'en 1997, eh bien, rebelote, on ne va pas voter pour les candidats du président, mais on va voter pour les candidats de gauche. Et donc on va avoir un autre phénomène de cohabitation, où cette fois, on a un président de droite, mais un Premier ministre de gauche, Lionel Jospin. Ce premier septennat est marqué par les 35 heures, par la victoire de la France à la Coupe du Monde 98, et Chirac va être assez malin pour surfer sur cette vague, même s'il n'y est absolument pour rien. La fin de ce septennat est marquée par l'insécurité, par une crise dans les banlieues, par une crise, et Jean-Marie Le Pen arrive au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2002. Bon. C'est un choc pour la Ve République. Pour la première fois de l'histoire, un personnage d'extrême droite arrive au second tour d'une élection et pourrait se faire élire. Pendant cette période, on a des changements majeurs de la France et également de l'Union européenne. On adopte l'euro. Pour la France, on passe du septennat au quinquennat. Au lieu de faire 7 ans, un président ne fera plus que 5 ans. Chirac est réélu en 2002 et il le sera jusqu'en 2007. 5 ans. On va attribuer à Chirac davantage sa personnalité que sa propre politique. Qu'est-ce qu'on se souvient, de quoi on se souvient de son dernier quinquennat, 2002-2007, finalement de son refus de faire la guerre en Irak. Voilà, c'est tout. Mais on va retenir un homme proche du peuple, un homme qui a aimé fréquenter les salons de l'agriculture. Mais bon, c'est une droite fatiguée et lassée, avec Jacques Chirac, qui aborde les élections présidentielles de 2007, une droite revigorée par un homme, Nicolas Sarkozy, une gauche revigorée par une femme, Ségolène Royal. Sarkozy l'emporte en 2007, François Hollande l'emporte en 2012, M. Macron l'emporte en 2017. Aujourd'hui, avec l'abaissement du mandat présidentiel au même niveau que le mandat des députés, le phénomène des cohabitations est moins possible. Je ne dis pas qu'il est impossible, mais il est rendu moins possible parce que les élections se jouent à quelques mois d'intervalle et les électeurs ont tendance à voter de la même couleur d'une fois sur l'autre à quelques mois d'intervalle. Si la cohabitation est rendue moins possible, l'alternance, elle, l'est pourtant. 1995-2012, on a une succession de 3 mandats de président de droite. En 2012, on a une autre alternance. François Hollande est élu président de la République. Ce quinquennat de François Hollande est marqué par des lois sociales, la loi sur le mariage homosexuel, mais aussi d'autres crises, comme le terrorisme, qui vont venir secouer le pays comme peu de crises avant. Une nouvelle alternance, si on peut dire, même si je mettrais beaucoup de pincettes, l'élection d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ayant été un proche conseiller de François Hollande, mais tentant de s'en détacher, on est, à mon avis, dans ce qu'a constitué l'élection de Giscard d'Estaing également pour Pompidou. On est dans une alternance, mais une alternance douce. Voilà ce qu'on peut dire sur l'histoire de cette Ve République, entre alternance et cohabitation.